période de débat incessant, il est de bon ton de rappeler que si l'éloquence est souvent l'outil de la manipulation, elle a aussi le pouvoir d'adoucir les connaissances indigestes. À ce titre, Diderot disait que l'éloquence n'est que l'art d'embellir la logique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'occasion de la finale de cette 5e édition du concours d'éloquence organisé par le Bureau des étudiants en droit d'Angers, 6 étudiants ont reçu la charge d'éprouver leur talent oratoire devant vous ce soir. Ils disposent pour cela de 8 minutes ainsi que de leur courage. Il s'agit d'un exercice exigeant, appelant de votre part une grande bienveillance ainsi que votre silence. Nous tenons à remercier en premier lieu l'Université d'Angers ainsi que la faculté de droit, d'économie et de gestion pour leur soutien, et plus particulièrement monsieur le doyen Christophe Daniel qui fait partie du jury ce soir. Un grand merci également aux bibliothèques universitaires et plus particulièrement à madame Kicker qui nous fait également l'honneur de faire partie du jury ce soir. Le jury étant également composé d'universitaires et de professionnels du droit que nous remercions sincèrement de leur présence ce soir. Maître de Mascureau, maître Rouillet, maître Guérin, maître Béguin, madame Petit-Prévost, madame Bouchot, monsieur le professeur Lemaire, monsieur Chariot et monsieur Ourmand. Nous remercions également les anciens finalistes de la 4e édition du concours d'éloquence qui composent ce soir le jury des anciens, Alain-Serge Ouimana, Jules Makowski et Baptiste Lemagneau. Un grand merci à Frédéric Bélier-Garça, directeur du Quai, et au Quai pour nous ouvrir leurs portes ce soir pour cette 5e édition du concours d'éloquence. Merci en particulier à Jenny Dodge. Merci Églantine. Bonsoir, juste vous dire bienvenue au Quai, Centre dramatique national, et que pour nous ça résonne particulièrement d'avoir cette épreuve ici ce soir. On a eu toute cette semaine un Cyrano par Lazare Herson-Macarel et la compagnie La Jeunesse Aimable, donc qui mieux que Cyrano pour être éloquent. Et on a également encore ce soir et demain Kerry James qui je crois va nous faire le plaisir de passer également ce soir sur cette finale. Donc voilà, pour nous ça avait énormément de sens d'accueillir la finale ici ce soir. Merci beaucoup à Églantine pour l'organisation parfaite et à tout le BDE de droit, et je vous souhaite une bonne finale. Merci également à Kerry James et Yannick Landrin qui nous feront peut-être l'honneur de leur présence ce soir. Et enfin, merci à vous qui chaque année contribuez par votre présence à rendre cet événement spécial. Désormais, bon courage aux candidats et place à l'éloquence. Merci d'accueillir Rémi Beljean qui a pour sujet « Les Français ont-ils les dirigeants qu'ils méritent ?» Citation de Kerry James. Pour la finale de cette 5e édition, il semblerait que ça soit à moi que le hasard ait confié la délicate tâche de parler en premier. À moi, qui la semaine passée m'enorgueillissait d'affirmer que les premiers seront les derniers. Ironie du sort ou opportunité inespérée, à vous d'en juger. Ce soir, j'ai donc l'immense honneur de donner le coup d'envoi de la cérémonie. Et à défaut de taper dans un ballon, je me suis tapé la tête contre les murs dans l'espoir de vous taper dans l'œil. À la vue de mon sujet, qui est en réalité une citation de Kerry James, j'ai pleuré, j'ai ri. Puis je me suis dit, franchement, c'est vache Kerry. Les Français ont-ils les dirigeants qu'ils méritent? Sans vous spoiler la fin, sans vous divulgacher le dénouement, comme le disent nos amis québécois, même l'honorable poète précité ne répond pas à cette question dans sa pièce ou ses chansons. Mais alors de quelle façon résoudre le problème qui m'a été posé? M'indigner? Me révolter? Vous dire vos 4 vérités? Difficile de vous plier en 4 sans vous froisser. Le but étant que vous restiez assis à m'écouter, j'ai opté pour le procédé utilisé par l'écrivain préalablement évoqué. Mon allocution n'aura pas vocation à répondre à vos questions, mais à questionner vos réponses. Gobeurs de vin chauvin, grévistes arrogants pour les uns, pour les autres, pardon. Au-delà des clichés, les Français sont les citoyens...
Pardon. Les Français sont les personnes de nationalité française. Les citoyens de la République sans distinction d'origine, de race ou de taux d'alcoolémie. En résumé, le peuple français est un ensemble d'individus qui vivent en société sur un territoire déterminé et qui ont le sentiment d'appartenir à la même communauté. Quant aux dirigeants, ce sont les représentants chargés de gouverner tout ou partie du peuple en le commandant, en le coordonnant ou en le contrôlant. Sur ce dernier point, nul doute que nous ayons déjà été dirigés par des contrôlants. Étymologiquement, diriger, c'est redresser, aligner, ranger. Malheureusement, certains dirigeants ne font que déranger. En un mot, diriger, c'est mener, guider, orienter. Mais vers qui? Vers quoi? Initialement, avoir du mérite, c'était avoir le droit à une récompense. Inutile de vous préciser que cette définition est légèrement désuète. Si Manuel Valls était la récompense des Français durant ces 5 dernières années, soit, dans ce cas offrons un beefsteak au vegan et un peigne à Zidane. Et s'ils n'en veulent pas de problème, utilisons l'article 49.3. Désormais, mériter, c'est être digne d'une chose. C'est être en droit, par sa conduite, de jouir d'un bien, d'un avantage ou d'une sanction. Dès lors, se demander si les Français ont les dirigeants qu'ils méritent consiste à envisager 4 possibilités. Dans le premier cas, les Français n'ont pas les dirigeants qu'ils méritent car ils sont exemplaires, alors que leurs dirigeants sont particulièrement incompétents. La méfiance des citoyens à l'égard des politiques est loin d'être infondée. De nombreux dirigeants s'illustrent par leurs inepties. Ce mois-ci, un député en panne de sens nous explique que l'immense majorité des sans-abri restent dans la rue par choix. Quelques jours plus tard, la ministre des Armées déclare que les armes vendues par la France n'étaient pas censées être utilisées. Bah voyons, bientôt la France va vendre des fromages qui ne sont pas censés être mangés, des cigarettes qui ne sont pas censées être fumées. En tout cas, je pense savoir où monsieur le maire s'est procuré cette fameuse montre qui n'est pas censée retarder. Pire encore, la semaine dernière, un ancien ministre de l'Éducation nationale a estimé que les maths ne servent à rien dans la vie du quotidien. Si ce n'est à mesurer le débit de bêtises que vous régurgitez chaque seconde, mon cher ami, sachez que les maths servent à générer des codes barres, payer par carte bancaire, naviguer par GPS, communiquer par SMS, et j'en passe. Pour reprendre les mots d'Abraham Lincoln, on peut tromper tout le peuple une partie du temps et une partie du peuple tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Dans le second cas, les Français n'ont pas les dirigeants qu'ils méritent, car leurs agissements sont discutables, alors que leurs dirigeants sont plutôt doués. Parfois, ce sont les dirigeants qui n'ont pas les Français qu'ils méritent. Simone Veil a été copieusement injuriée avant d'être panthéonisée. Et Robert Badinter a été vivement critiqué pour l'abolition de la peine de mort qu'il a insufflée. D'une époque à l'autre, même ceux dont le mérite a été vanté ne sont pas systématiquement plébiscités. Toutefois, un dirigeant ne doit pas être assimilé au Père Noël. Les Français qui restent sages toute l'année n'auront pas toujours les présents qu'ils désiraient. Si Florian Philippot est un cadeau, non seulement il est temps d'exprimer son mécontentement, et bon sang, qui a osé le déballer? Dans le troisième cas, les Français ont les dirigeants qu'ils méritent, puisqu'ils sont irréprochables, et leurs dirigeants aussi. Soyons réalistes, cette hypothèse est totalement utopique. Comme le disait Victor Hugo, personne n'est assez pur de péché pour ne pas mériter un châtiment. Dans le dernier cas, les Français ont ce qu'ils méritent parce qu'ils sont irrécupérables et leurs dirigeants le sont tout autant. Oh mon Dieu, ne mélangeons pas les serviettes et les torchons, me direz-vous. Cependant, ma conviction m'oblige à me demander si nos dirigeants sont des Français comme les autres. Certes, les Français élisent librement une partie de leurs dirigeants. Mais est-ce que l'abstention mérite la corruption? Est-ce que le vote blanc mérite le blanchiment d'argent?
En définitive, il y a autant de peine et de mérite à diriger qu'à être dirigé, à donner des directives qu'à s'y conformer. Aucune de ces missions n'est aisée. Naturellement, tous les Français sont différents. Mais chacun d'entre nous ne mérite-t-il pas des dirigeants qui respectent la loi et privilégient l'intérêt général à leurs avancées personnelles? Finalement, à la question « Est-ce que ces dirigeants compétents sont compétents ?», je dirais qu'il est plus facile d'être critique que détracteur. Mais si la politique rend flou, c'est que l'élu net n'existe pas. Merci. Merci d'accueillir Louis Delaunay qui a pour sujet « L'égalité est-elle l'ambition des médiocres ?» Je m'appelle Jordan Belfort. Je suis élevé par deux comptables dans un petit appartement de Bayside, dans le Queens. L'année de mes 26 ans, à la tête de ma propre firme de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, car avec 3 de plus, j'en aurais gagné 1 par semaine. En plus de Naomi, duchesse de Berridge à Brooklyn, ex-mannequin pour la bière Miller Lite, et de mes 2 enfants absolument parfaits, je possède un manoir, un jet, 6 voitures, 3 chevaux, 2 résidences secondaires, un yacht de 50 mètres. Ah, et puis, je joue comme un fou furieux, je bois comme un trou, 3 organismes fédéraux cherchent à m'incriminer, je baise 5 à 6 fois les putes par semaine, et puis j'adore la drogue. L'argent ne vous permet pas seulement d'acheter une meilleure vie, la plus belle bouffe, de plus belles voitures ou de plus belles chattes. Il faut aussi de vous un homme meilleur. Vous pouvez faire des dons généreux à l'église ou au parti politique de votre choix, ou même sauver une putain d'espèce de chouette tachetée. J'avais toujours voulu être riche, mais revenons un peu en arrière. Voilà la présentation d'un homme initialement ambitieux, plein de répugnance aujourd'hui envers son ancienne classe moyenne. Ambitionnait-il originellement d'être l'égal des hommes les plus riches du monde, avant d'en devenir un? Que pense-t-il maintenant qu'il est au sommet de ce monde de cet idéal égalitaire prôné par les plus démunis? Mesdames et messieurs, membres du jury, chers amis, bonsoir. L'égalité est-elle l'ambition des médiocres? À première vue, le sujet semble quelque peu problématique. Comment confronter une notion restrictive, voire pessimiste, telle que l'égalité, à un concept tourné vers l'avenir, tel comme celui de l'ambition? Mais qu'est-ce que la médiocrité vient faire dans cette interrogation? Pourquoi seul le médiocre aurait pour vertu l'égalité? Pour espérer égaler les meilleurs, en évitant toute médiocrité, et avec un peu d'ambition, voyons ce qu'on peut faire de cette question. Je propose de l'aborder sous 3 angles. L'accepter, non, la définir, l'accepter, puis la contredire. L'égalité est-elle l'ambition des médiocres? Grand deuxième chez les Français, l'égalité est aussi bien présente dans la devise nationale que dans la trilogie républicaine réalisée par Robespierre en 1790. Cette existence de justice sociale implique une politique de réduction des inégalités qui doit s'opérer sans distinction d'origine, de race ou de religion. Au fond, l'égalité, plus qu'une idée, c'est un principe, un axiome judiciaire. C'est l'aboutissement de la pensée lumineuse du XVIIIe siècle et restera toujours une bonne justification pour bloquer les lycées. Continuons. Qu'est-ce que l'ambition? Au premier abord, il semble que l'ambition soit un nom féminin caractérisant l'envie de sortir de la cuisine. Plus sérieusement, avoir de l'ambition n'est pas toujours considéré en France comme un signe de qualité. Nourris les aventures de Rastignac, nous avons tendance à n'en retenir que l'image d'un arriviste aux dents longues. Pourtant, c'est toujours l'ambition qui motive ceux qui réalisent de grandes choses. Les ambitieux font ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont des objectifs précis. Aller sur la Lune, écrire un poème épique, gagner The Voice, valider le prochain semestre, gagner le concours d'éloquence, et croyez-moi, une fois motivés, ils travaillent dur pour les atteindre. Hélas, l'ambition peut tout aussi bien conduire à la gloire qu'à la folie. Prenons l'exemple de quelques artistes. Van Gogh, Michael Jackson, Ségolène Royal. L'ambition n'est-elle pas justement le simple fait que de vouloir toujours plus? Qu'est-ce que l'évasion fiscale sinon un voyage ensoleillé guidé par l'ambition? Dernier terme, médiocre.
adjectif masculin caractérisant l'état de Gérard Depardieu le jour de la Saint-Patrick. Le concept, bien que péjoratif, paraît difficilement déterminable. La question pose problème. Comment définir la médiocrité? À partir de quel niveau de bêtise, de faiblesse ou de pauvreté devenons-nous médiocres? La médiocrité existe-t-elle en soi? Pouvons-nous être seulement médiocres? Que dire de ceux qui n'ont pas l'ambition? Comme ils demandent peu de la vie, ils en obtiennent peu. Pas de rêve, pas de vision, pas de chemin à suivre. Mais n'est-ce pas seulement trop réducteur de dire de ceux qui n'ont pas d'ambition qu'ils sont médiocres? Lorsqu'on médite l'égalité de manière scientifique, on se rend finalement compte qu'il serait vainement plus facile de ne pouvoir établir de comparables. Lorsqu'on tente, ne serait-ce que pour un instant, de concevoir selon les règles de la science un monde parfaitement égalitaire, on s'aperçoit de l'impossibilité de la tâche. En effet, reconnaissons que partout dans le monde, lorsque les individus bénéficient d'une certaine égalité de conditions, ils se jalousent de manière plus intense et la susceptibilité à la différence devient plus grande. Mais qu'est-ce que l'égalité sans la comparaison? L'homme a besoin de modèles. Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique si ce n'est une ambition de vouloir diriger le monde sans se lever du canapé? Qu'est-ce que le PSG si ce n'est une ambition de vouloir gagner la Champions League à l'image de grands clubs européens, ou comme l'OM l'a déjà fait? Qu'est-ce que Platon si ce n'est une ambition initiale d'égaler, voire surpasser son maître Socrate? Qu'est-ce qu'un étudiant en droit si ce n'est une ambition d'égalité à un grand juge, à un grand avocat ou à un grand professeur de droit? Maintenant, en 3 thèmes, je vais tenter de vous montrer que l'égalité, c'est l'ambition des médiocres. Premier thème, le sport. Changeons les règles. Supprimons le chronométrage. Pour maintenir l'égalité, nous désignerons les vainqueurs ou par tirage au sort, ou plus vraisemblablement par corruption. Ça n'a aucun sens. Vous êtes bien d'accord? Au tennis. Ça n'aura aucun intérêt qu'il y ait des matchs nuls, des égalités. Les spectateurs seraient très agacés. Finalement, quand on fait le compte, il faut des victoires pour forger un palmarès. Maintenant, citons René Girard, entraîneur de l'équipe lilloise à l'époque. Comme je l'ai dit dans la semaine aux joueurs, il faut venir avec l'ambition de garder le poids à l'extérieur. On connaît la qualité de Nice à domicile et on sait que ce sera très difficile. On voit qu'il oppose la qualité de son adversaire à sa propre médiocrité. Son ambition, l'égalité, le match nul. L'égalité, c'est l'ambition des médiocres. Merci René Girard. Parlons politique. Vous pensez qu'une égalité soit raisonnable aux élections présidentielles? Bon, c'est Bayrou qui serait content, un partout balle au centre. Imaginez un instant. Une égalité judiciaire, une peine universelle. Cela paraît absurde de donner une même sentence à un homme ayant tué et à un homme ayant uriné en public. Sous ces divers aspects, la volonté d'égalité pure et parfaite semble plus une restriction qu'une progression. Ainsi, on se rend compte finalement que nécessairement, l'homme qui se considère comme moins fort, moins grand, moins beau, moins riche, moins je ne sais quoi, a pour ambition minime une égalité. Mais est-ce que le médiocre qui ambitionne l'égalité et qui finalement obtient un rang nettement supérieur le refuse au nom du principe de l'égalité? L'égalité, c'est un début d'ambition, ce sont les prémices. Mais cependant, lorsque Galilée écrit que l'égalité, c'est l'intuition des génies, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur la question et sur son affirmation. Constatons, l'égalité abordée précédemment n'est-elle pas restreinte et limitée scientifiquement, mesurable et chiffrée au travers d'une victoire, d'un prix, d'une popularité ou d'un compte en banque? Dire que l'égalité est l'ambition des excellents n'est autre que le constat philosophique d'un manque de vertu. Comment aujourd'hui réfuter les propos de Françoise Giroud qui, il y a 35 ans, presque jour pour jour, dans une interview au journal Le Monde, disait, non sans intention provocatrice, la femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Comment et pourquoi ne pas s'engager pour l'égalité des sexes dans des domaines comme le marché de l'emploi, la politique, la représentation audiovisuelle et la sortie des poubelles? Simone de Beauvoir dit que c'est la volonté commune des hommes et des femmes qui doit permettre leur égalité, et que par conséquent, l'égalité est bel et bien une affaire de volonté commune et non pas d'ambition individuelle. Les femmes ou les féministes prônant une égalité homme-femme davantage naturelle peuvent-ils être considérés comme médiocres? Faut-il ranger, si l'on continue ainsi, des hommes comme Nelson Mandela parmi les médiocres, sous prétexte qu'il a passé sa vie à combattre ce manque d'égalité entre les citoyens sud-africains uniquement justifiés par des tons peu différents? Faut-il donc refuser à ces centaines de millions d'individus le droit à aspirer un jour à une véritable égalité de droits, mais aussi de possibilités dans la société, sans pour autant être médiocres? Faut-il mépriser les demandes d'une plus grande attention et éducative pour les zones les plus défavorisées comme les ZEP? Comment devenir un self-made man si les ingrédients de la recette du succès sont dès le départ dépravés ou inexistants? Certes, il est impossible que nous soyons tous égaux, la différence est la richesse de l'homme, mais n'oublions pas que dans de nombreuses situations, l'égalité n'est pas l'ambition des médiocres, mais bien une réponse au désir d'excellence.
Pensez-vous que l'ambitieux de 18 ans puisse un jour dépasser le médiocre de 26 ans? Modestie et ambition? Paradoxe ou gage de réussite? Vouloir briller, est-ce être ambitieux ou pédant? À vaincre son péril, on triomphe sans gloire, dit-on communément. Dès lors, le moyen d'y parvenir est-il plus important que sa finalité? Réussir comme l'ami de Jordan, Belfort, est-ce briller? Avec modestie, je crois pouvoir dire qu'incarné par de coriaces adversaires, un sujet, une salle remplie, un amphi plein, même Amon n'a jamais autant rassemblé de visages, étrange. De nombreux périls qu'il a fallu braver ce soir, après être revenu en arrière, allons désormais de l'avant. Je n'ai pas encore 49 millions de dollars sur mon compte en banque, j'ai pas ma propre firme de coûtage et je suis mal parti pour. J'ai peut-être une liste de prétendants longue comme le bras de Mimi Mati, j'en conviens. Mais à 18 comme à 26 ans, il faut savoir rendre heureux. Chers amis, vous me le rendez bien. Je m'appelle Louis Delaunay. Tout en évitant d'être médiocre, j'ai essayé, avec ambition, d'être égal au meilleur. Merci. Merci d'accueillir Thomas Bonin, qui a pour sujet « Le fruit du hasard est-il comestible ?» Mesdames et messieurs les jurés, maîtres, mesdames, messieurs les spectateurs, bonsoir. Isaac Newton, au XVIIIe siècle, avec cette simple pomme, a su éveiller son esprit scientifique au point de nous apprendre que les astres s'attirent de façon proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Si cette découverte est le fruit du hasard, est-elle comestible pour autant? Avec ce blanc, vous aurez remarqué que même en l'ayant appris, non. Donc, avec mon bac économique et social, ainsi que mes études de droit, comme pour beaucoup d'entre vous, tout cela n'a aucun sens. J'avais clos mon discours la semaine dernière en expliquant qu'il fallait laisser de la place au hasard. Et par la suite, le tirage au sort m'a désigné pour répondre au sujet suivant. Le fruit du hasard est-il comestible? Après être tombé dans les pommes à de multiples reprises à la vue d'un tel sujet, je me suis donc attelé à différencier les fruits du hasard comestibles des fruits du hasard non comestibles. Lorsqu'un coup de foudre s'abat sur deux personnes, le fruit du hasard, tel un organisme génétiquement modifié, va alors muter et devenir un fruit de la passion. Qui oserait me dire dans cette salle que ce fruit n'est pas comestible? Qui oserait me dire qu'il n'a jamais tenté d'y goûter? Mais si le fruit du hasard peut se transformer en un autre fruit peut également se transformer en fruit du hasard. Le fruit du labeur, le fruit du travail acharné, n'est parfois pas suffisant pour réussir. C'est pourquoi il va devoir muter en fruit du hasard, pour obtenir un stage par exemple. Si vous recherchez un étudiant en 3e année de droit, capable de faire de bons cafés, d'aller chercher les croissants, d'imprimer un exemplaire entier du Code civil, 07 88 17 39 10. Ne m'appelez pas dans les 6 prochaines minutes, je suis occupé. De là, j'en ai conclu que le fruit du hasard peut être comestible. Mais l'est-il tout le temps? Ne reste-t-il pas parfois en travers de la gorge? On parle bien d'une rencontre fortuite entre un homme politique et son peuple à travers l'histoire? Jules César? Louis-Napoléon Bonaparte? Le général de Gaulle? Si l'homme politique est un avocat de profession, nul doute que ses paroles se transformeront bien vite en salade de fruits. Et si Bourvil nous enseigne qu'elle est jolie, 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 comestible, rien n'est moins sûr. J'ai fait une deuxième rencontre avec le fruit du hasard non comestible en arrivant en L1 de droit à la bibliothèque universitaire en tombant sur un livre, le Digeste de Justinien, recueil de doctrines des jurisconsultes romains. Je ne sais pas si au VIe siècle ils avaient la même définition de ce qui était digeste et comestible,
Mais enfin, il m'a laissé un goût amer dans la bouche dès les premières pages. À l'aide de ces exemples sordides, j'ai donc considéré que le hasard n'apportait pas de bonnes ou de mauvaises choses. Il est aveugle, il frappe sans crier gare. Si certains peuvent y voir une justice égalitaire, moi j'y vois un jugement expéditif. En effet, tel Cupidon avec ses flèches d'or ou de plomb, le hasard distribue ses fruits comestibles ou non, sans se soucier de ceux qui sortent déjà d'une intoxication alimentaire. Si le hasard ne se soucie nullement du bien et du mal, il n'en reste pas moins présent, prêt à changer nos vies à chaque instant. Il ne faut néanmoins pas croire que le hasard nous prédestine à ne rien choisir, que nous serions soumis à manger ses fruits sans même se poser de questions. Pourtant, on peut retrouver ce schéma de pensée dans de multiples influences de la culture populaire, à travers les prophéties. Dans la saga Harry Potter, celui-ci doit tuer Voldemort, aucun d'entre eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Dans la saga Star Wars, Dark Vador est celui qui devra rétablir l'équilibre dans la Force. Dans la saga de l'étudiant en droit, celui-ci devra affronter l'hydre à 3 têtes, l'écuyer le maire à Saint-Cy, afin de pouvoir valider son semestre. Vous voyez ici, nos héros ne peuvent pas aller contre le fruit du hasard. Ce dernier ne leur a pas laissé le choix. Quand ceux-ci se demandent pourquoi ils agissent comme cela, leur mentor, que ce soit Obi-Wan Kenobi, Albus Dumbledore ou le doyen Jean Carbonnier, leur répondent « Tu es l'élu ». Élu par qui? Personne ne répond jamais à la question. Moi, je vais le faire. Le hasard. Il n'y a pas que la culture populaire qui est imprégnée par la fatalité des fruits du hasard. Les religions ont tenté de personnifier le hasard afin de rendre rassurante cette masse nébuleuse. Il est plus facile d'imaginer que des dieux décident pour nous que de tenter d'élever l'homme contre le fruit du hasard. En effet, quand Paris, héros troyen, a tendu la pomme de la discorde à Aphrodite plutôt qu'à Héra ou Athéna, il a bien fait 3 choix. C'est donc le fruit du hasard qui a fait débuter la guerre de Troie. De la même façon, quand Ève a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est bien parce qu'un serpent se trouvait là par hasard qu'elle a été chassée du jardin d'Éden. Ainsi, pendant des siècles, l'homme s'est résigné à subir le courroux des dieux, à accepter et à intérioriser le fruit du hasard. Mais aujourd'hui, l'homme se rend compte de son erreur. Il a qualifié le hasard, il l'a démasqué. Il est prêt à s'élever contre son imprévisibilité et sa tyrannie. Chaque jour, la médecine soigne de nouvelles maladies. Chaque jour, nos sociétés tentent de rétablir l'équilibre à travers l'école. Chaque jour, des solidarités se mettent en place à travers le monde. Nietzsche avait raison. Dieu est mort. Alors allons cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides, allons cueillir les fruits qui peuplent le jardin d'Éden. Allez à Noniacta Est, les dés ne sont pas encore jetés, renversons la table, élevons-nous contre les mots de l'Apocalypse, les mots contenus dans la boîte de Pandore, élevons-nous contre les cavaliers de l'Apocalypse. Déracinons l'arbre du hasard qui nous a servi. Si nous devons limiter la prolifération des fruits du hasard durant notre vie, il n'en reste pas moins que le hasard est le commencement et la fin de toute chose. Il y a 13,8 milliards d'années, ce fut le Big Bang. Il y a 3,5 milliards d'années, l'apparition des premiers signes de vie sur Terre. Il y a 2,5 millions d'années, l'apparition de l'Homo habilis, puis de l'Homo erectus, puis de l'Homo sapiens. Et tout ceci nous a conduits ici, ce soir, à cet instant T, en 2018, moi, philosopher sur des sujets que nous ne comprenons pas. Vous écoutez un étudiant en droit philosopher. Alors à la question, le fruit du hasard est-il comestible? Je répondrai qu'il l'est, comme il ne l'est pas. C'est un fruit doux et amer, il nous crée et il nous tue. Merci. Merci d'accueillir Fernand Leroux, qui a pour sujet « L'ascenseur social mène-t-il à l'échafaud ?» Bonsoir. En 1980, 125 000 Cubains sont expulsés aux États-Unis, à Miami, après avoir été dépouillés par les forces de Fidel Castro.
Ils sont alors accueillis dans un camp de réfugiés. Parmi eux, 2 jeunes gangsters sans un sou commencent alors à travailler comme hommes de main pour un caïd local. Parmi ces 2 jeunes gangsters, l'un gravit alors les échelons de la pègre locale jusqu'à devenir un immense trafiquant de drogue, ayant pour question préférée « Qu'est-ce que je vais bien faire de tout cette oseille ?» Mais, au sommet de sa puissance, les affaires le rattrapent et il finit alors par se faire tuer au milieu de son immense villa. Cette histoire, c'est celle du personnage Tony Montana dans le film Scarface, qui non seulement faisant partie des grands classiques du cinéma, répond à un aspect de ma problématique: l'ascenseur social mène-t-il à l'échafaud? Si je vous ai raconté cette histoire, vous dites sûrement que oui, l'ascenseur social mène à l'échafaud, au moins dans cette branche. Il est rare, venant d'un narcotrafiquant, d'entendre qu'il attend sa mutation dans le sud ou qu'il va porter plainte contre le dealer du coin pour concurrence déloyale. Malgré tout ça, ce qu'on retient de Tony Montana, ce n'est pas le fait qu'il soit mort totalement cocaïné en criant « You wanna fuck with me ?» Je ne pense pas que vous aurez besoin de traduction. Mais c'est plutôt le fait qu'il soit monté, peur de rien, ayant pour lui que c'est coronesque, comme il aime le dire. Alors oui, l'ascenseur social l'a emmené à l'échafaud, mais c'est le fait qu'il soit monté au dernier étage de cet ascenseur social, en partant du dernier sous-sol, qui force le respect. Mais ne nous voilons pas la face. C'est aussi grâce à son parcours atypique que Tony Montana a réussi à inspirer tant de générations. En effet, Tony n'a pas fait son premier million en s'endorant la pilule à la bowl, en conduisant la mini de maman et en s'enfilant des mojitos aux frais de l'entreprise de papa. Il a pris les clés de cet ascenseur, sans avoir baissé les yeux devant quiconque, sans avoir à se conformer à une entité supérieure. Mais cet exemple assez marginal, que peu ont le cran de prendre, il ressort tout de même que, pour avoir les clés de cet ascenseur, il faut entreprendre. Mais alors définissons d'abord les termes. L'ascenseur social. D'après Internet, l'ascenseur social est l'ensemble des moyens permettant à une personne d'un milieu social d'accéder à un milieu social supérieur. Bon, ça me rappelle un peu les définitions bateaux de sciences économiques et sociales de terminale, mais on va se débrouiller avec. Cela peut donc être les études, l'école plus généralement. L'éducation nationale est censée jouer ce rôle d'ascenseur social, à condition bien sûr de rester raisonnable quant à ses sorties et beuveries, et de ne pas se contenter de dormir derrière son ordi ayant dit à l'un de ses camarades « On se mange 100 minutes de répit ». Mais l'éducation nationale ne marche pas à chaque fois, et cela a tendance à pénaliser certaines personnes dans leur avenir. D'autres, par contre, ne sont simplement pas très déterminés, et même plutôt flemmards, et ont tendance à nous ressortir l'argument favori de toute personne n'en faisant pas une, mais te garantissant qu'il va finir première fortune du monde. C'est de toute façon, l'école ça sert à rien, regarde Bill Gates, il a quitté l'école lui. Oui, Bill Gates a quitté l'école, mais l'école en question c'était Harvard, pas la seconde générale. Mais alors, passons maintenant à l'échafaud. Qu'est-ce que l'échafaud? Bon, d'après mes recherches, l'échafaud est unanimement l'estrade servant à se faire décapiter. La belle époque d'ailleurs. Le dimanche, en sortant de la messe, aller en famille à la décapitation publique du village. C'est quand même du beau spectacle. Et puis le suspense. De quel côté la tête va tomber? Quel dieu va-t-il implorer? Mais... Ensuite, si un homme perd la tête de plus, cet homme peut alors prendre l'ascenseur social, puisque sur l'échafaud, il n'a plus rien à perdre. Un fou peut-il alors prendre l'ascenseur social? Note un certain nombre de présidents, venus de loin, ont eu des comportements quelque peu troublants. Le plus savoureux étant un président de la Troisième République, Paul Deschanel, qui non seulement connu pour tenter d'attraper les carpes à main nue au milieu du bassin de son château, a ainsi reçu un ambassadeur simplement vêtu de son cordon de Légion d'honneur. Si vous ne visualisez pas, imaginez aujourd'hui. La cour de l'Élysée, d'un côté, les journalistes, de l'autre, l'ambassadeur, et au milieu de tout ça,
Emmanuel Macron, nu comme un ver, les partis à l'air, portant fièrement son cordon de Légion d'honneur. On pourra en faire un tableau. Mais pour finir sur cet homme Paul Deschanel, je tenais à rappeler son fait le plus prestigieux, et que lors d'une crise de somnambulisme dans le train, il a sauté de ce train en pyjama. Un président faisant ses cascades, il avait apparemment plus sa place dans un film de Belmondo qu'à la présidence de la France, puisque pour rappeler que son mandat s'est terminé en HP. Mais cette définition de l'ascenseur social me laisse tout de même perplexe, puisqu'elle ne prévoit que le cas où on monte vers un milieu social plus élevé. Mais il semblerait plus logique que c'est lorsqu'on descend cet ascenseur qu'on tombe à l'échafaud. J'ai décidé d'ailleurs, pour illustrer ce cas, de prendre comme exemple un célèbre auteur autrichien, bien que pas forcément connu pour ses activités littéraires, vous le connaissez tous, Adolf Hitler. Alors oui, cet homme a aussi d'autres activités, mais néanmoins, il n'est pas mort au sommet de sa gloire, au sommet de son Reich, abattu devant une foule en liesse à l'occasion de la 3e édition du SS Festival, qui était connu pour provoquer la fureur dans la foule. Elle était facile, certes. Mais il est mort, dans son bunker, son empire détruit, son armée abattue, la moustache en ticket de métro, triste fin. Mais alors si monter et descendre l'ascenseur social mène forcément à l'échafaud, quelle est la solution? Faire le garçon d'ascenseur, bonjour mademoiselle, au revoir madame, appuyer sur la sonnette d'alarme? Mais ces solutions ne mènent à rien, alors que je ne trouvais pas de réponse. C'est finalement dans l'interview du rappeur Sofiane que j'ai trouvé la réponse à cette problématique. Ne faites pas cette tête. En effet, ce rappeur, avant de monter au sommet de la musique rap française, a connu de nombreuses années de galère. Et lors de ces années dans l'ombre, il voyait beaucoup de jeunes monter, signer en maison de disques et tout le tralala. Il demanda donc un jour à l'un de ses potes: tu pètes pas les plombs? La vérité, tu craques ou pas? Parce que moi je craque, frère, je te le dis clair. Son ami lui répondit alors: gros, laisse-les prendre l'ascenseur, on va se taper l'escalier, on arrivera musclé. Et si c'était la solution? Et si l'ascenseur social mène à l'échafaud, ne vaut-il pas mieux prendre les escaliers? Alors oui, certes, je m'entends déjà certains dire: ouais, bon, on prend déjà les escaliers tous les jours, l'ascenseur est réservé aux professeurs. Ou encore... Excusez-moi. Ou encore... Oui, bah je monte 5 étages tous les jours, c'est pas ça qui fait avancer ma vie. Mais, au-delà de ça, si l'escalier n'était pas la solution, puisque pour l'ascenseur, il en faut les clés et l'accès, l'escalier ne demande que sa seule volonté. En plus, on peut amener ses amis au complet. Et le fait de ne dépendre de personne permet de faire ce qu'on veut, avoir une vie savoureuse, mieux qu'un pain sans beurre, et je parle en breton. Ne pas avoir à attendre le renvoi d'ascenseur. À la question donc, l'ascenseur social mène-t-il à l'échafaud? Je répondrai que toute chose mène à l'échafaud. La vie est ainsi faite. Néanmoins, d'après un avis médical, l'utilisation des escaliers reste fortement recommandée. Merci. Merci d'accueillir Mathilde Lemerle qui a pour sujet « Si Dieu le perd, qui le retrouve ?» Excusez-moi, avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. Le petit Jésus est attendu à l'accueil, le petit Jésus est attendu par son papa. Au nom du Père, du Fils et du jury, bonsoir. Je commencerai au préalable par ne pas remercier le BDE de me proposer un sujet si abstrait soit-il qu'il est inconcevable de ne pas commencer par le décortiquer. Si Dieu le perd, qui le retrouve? D'ores et déjà, au vu de la formulation de la question,
Nul doute que Dieu le Père soit l'être structurant l'univers au sens religieux du terme. Ainsi, si nous prenons le sujet au pied de la lettre, ce dernier n'a aucun sens. Néanmoins, à l'aide d'une acrobatie homonymique, la perte peut se substituer au paternel. Mais perdre qui? Perdre quoi? Et quel Dieu? Une multitude de questions me traversent l'esprit sans pour autant que je puisse y apporter une réponse. Comment aborder un sujet aussi sensible? Avant de me perdre, je vais tenter de m'y retrouver. Dieu, par définition, dans l'Église catholique, ne peut rien perdre. Mais avec un si, tout est permis. Dieu le Père aurait donc perdu quelque chose, ou quelqu'un. Serait-ce son Fils? Laissons voguer notre imagination au gré de nos pensées. Imaginons alors Dieu accompagné de sa plus belle paire de saints. Je parle bien sûr de Saint Paul et de Saint Pierre, en quête du Fils prodigue égaré. Dieu, qui lasse de chercher en vain, aurait pu dire « Oh Dieu, bien des choses en somme !» En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. « Jésus, si tu ne viens pas tout de suite, tu peux faire une croix sur ton dessert. » Prévenant. Si jamais tu venais à chuter de ce nuage, garde-toi de retourner sur terre. Papa ne reviendra pas te chercher une nouvelle fois. Descriptif. C'est un garnement, c'est un fripon, c'est un chenapan. Que dis-je, un chenapan? C'est un diablotin. À ces mots, un silence religieux s'installe et personne ne sut jamais où Jésus s'en était allé. Mais une autre compréhension du sujet me traverse l'esprit. Pendant que nos yeux voient le Père, au sens paternel du terme, notre oreille retient plutôt la perte. Mais de quel Dieu s'agit-il? Intriguée par cette question, j'entreprends une recherche dans le domaine mythologique avec le secret espoir de trouver un dieu ou une déesse qui aurait perdu quelque chose de précieux. Comme par hasard, je me retrouve nez à nez avec Dionysos, dieu de la vigne, de la fête, de la folie, de l'ivresse et de l'extase, qui me dit qu'il aurait perdu non pas un, mais plusieurs de ses fidèles qui, à force de zèle envers lui, auraient bien failli par tout rater. Heureusement que Thémis, déesse de la justice, des lois et de l'équité, passait par là pour remettre tout ce petit monde dans le droit chemin. Mais mis à part les dieux mythologiques, n'y aurait-il pas dans vos esprits, mesdemoiselles, et pourquoi pas messieurs, ces hommes avec des corps sculptés comme des dieux? J'évoque ici bien sûr les dieux du stade. Ces derniers n'ont-ils pas perdu toute leur pudeur sur leur fameux calendrier? En espérant que ce soir, leurs corps divins leur permettront de retrouver le chemin de la victoire. Et plus proche de nous, mes chers amis, ne serait-il pas également question du dieu du droit constitutionnel, monsieur le maire? N'aurait-il pas égaré sa montre, comme chaque année, pouvant expliquer tous ces retards à répétition? Et vous, chers étudiants, même athées ou agnostiques, n'invoquez-vous pas le bon Dieu avant chaque examen, en lançant des « si Dieu le veut par-ci » et des « Inch'Allah par-là » ? Mais laissons là ces considérations très terre-à-terre pour aborder ce sujet encore sous un autre angle. Si l'on considère que Dieu est le Père, qui peut le retrouver? La question de son existence a donné lieu à un ping-pong philosophique universel. Tandis que les uns affirment qu'il existe, d'autres mettent tout en œuvre pour prouver qu'il ne peut exister. Tandis que Diderot affirme que Dieu, un père comme celui-là, il vaut mieux ne pas en avoir. Jean d'Ormesson réplique « Je trouve que si Dieu n'existe pas, la vie est une farce tellement tragique qu'il faut espérer à tout prix qu'il existe. » Ainsi, les hommes sont-ils les créateurs de Dieu? Ou Dieu est-il imaginé par les hommes? Mais Dieu n'aurait-il pas perdu plus encore? Dieu n'aurait-il pas perdu l'homme? L'homme ne court-il pas à sa perte en abusant de sa liberté originelle? Dans un monde où les religions sont régulièrement synonymes de guerre, de haine et de torture, où le noir et le blanc se confrontent avec le racisme, la discrimination et la violence, et où l'argent est plus important que la paix, l'amour et la tolérance. N'est-ce pas aux hommes de retrouver ces valeurs perdues?
En son temps, Platon a déjà tenté de nous apporter une réponse. Les hommes accusent les dieux en disant qu'ils sont les auteurs de leurs maux. C'est eux-mêmes qui, par leur présomption, et si l'on peut dire par leur folie, s'attirent des souffrances que leur destin ne comportait pas. Et finalement, à la question « si Dieu le Père qui le retrouve », ne serait-il pas Freud qui y répondrait le mieux ? Étant père fondateur de la psychanalyse et ayant rattaché ses thèses au domaine religieux, il se permet d'énoncer « Le Dieu de chaque homme est à l'image du Père. Le rapport personnel à Dieu dépend du rapport au Père charnel. Il oscille et se transforme avec ce dernier, et Dieu n'est au fond qu'un Père élevé au rang supérieur. » On me dit dans l'oreillette que le petit Jésus a été retrouvé. Merci de votre attention. Merci d'accueillir le dernier candidat de la soirée, Théophile Bonnette, qui a pour sujet « L'avocat du diable peut-il gagner son procès ?» À l'occasion du procès d'Abdelkader Mera, les médias ont rapporté que Maître Dupond-Moretti, son avocat, était devenu l'un des hommes les plus détestés de France pour avoir pris sa défense. Comment, mesdames et messieurs, pourrait-on se rallier à une telle opinion? Pourquoi assaisonner de cette manière cet avocat? Car personne n'ignore que tout accusé a droit à un avocat, même le diable. Personne n'ignore non plus le rôle pivot de l'avocat dans une démocratie. Car l'avocat, même du diable, ne défend pas le terrorisme. Il défend des valeurs posées par la société, pour la société. Mais avant de développer une telle réflexion, sachez, mesdames et messieurs, qu'à la question « L'avocat du diable doit-il gagner son procès ?» je vous répondrai que l'avocat du diable doit absolument avoir la possibilité de gagner son procès. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes tous potentiellement des diables. Parce qu'en effet, le diable, bon, d'accord, c'est le chariot qui sert à faire vos déménagements, bon, ça, très bien. Mais à part ça, le diable, c'est celui que l'on fait. Le diable, c'est celui qui est considéré comme Satan, Lucifer, le démon de minuit, tout ce que vous voulez, par l'opinion publique, par l'individu. Par conséquent, n'importe qui peut être considéré comme le diable par n'importe qui, et pour n'importe quoi. La petite grand-mère qui voit son voisin reproduire Projet X dans son jardin va se dire « Oh mon Dieu, ce jeune homme est habité par le diable, Satan l'habite. » D'ailleurs, selon Sartre, l'enfer c'est les autres. Pour le sorcier, le moldu. Pour le respect, Lorenzo, l'empereur du sable. Pour l'étudiant, les STAPS, ou parfois dénommés étudiants en sport. Mais l'enfer, c'est aussi pour Christine Boutin, l'homosexuel, et pour le reste du monde, Christine Boutin. Alors, bien entendu, et vous l'avez compris, l'avocat du diable, ce n'est pas l'avocat de Satan en personne. Satan n'est pas humain, il n'a pas cette humanité qui, même chez le pire des individus, caractérise l'homme. De ce fait, l'avocat du diable est avant toute chose l'avocat de celui qui est assimilé au diable, diabolisé par les autres. D'ailleurs, j'ai pu lire que le diable est habituellement représenté comme un monstre humain griffu, à la figure terrifiante, avec de longues oreilles pointues, des cornes, une poitrine de femme, des pieds fourchus et une longue queue. Ce qui prouve bien que l'avocat du diable n'est qu'une pure métaphore, puisque personne ne correspond à une telle description.
Sauf en ce qui concerne la poitrine de femme et la longue queue, mais ça dépend de chacun. Bien évidemment, quand on parle de l'avocat du diable, on pense d'abord à l'avocat des meurtriers multirécidivistes, des nazis au procès de Nuremberg, des terroristes, de Dr No, de Vianney, bref, de l'avocat qui défend a priori l'indéfendable, la cause perdue. Mais, au-delà de ces stars du diabolique, de ces Martin Fourchade du Trident, où commence ce caractère diabolique de la personne et de ses actes? Alors, comme je vous l'ai dit, n'importe qui peut être diabolisé par n'importe qui et pour n'importe quoi. Votre banquier vous a d'ailleurs peut-être diabolisé parce que vous tirez le diable par la queue. De même, vos parents vous ont peut-être diabolisé parce que vous avez quitté les études de droit pour monter un point de vente de hand spinner. Il y a donc là une gradation, du diablotin à Méphisto, incarnation du diable dans la légende de Faust, avec qui on a l'habitude de prendre son pied. C'est donc parce que nous pouvons tous être diabolisés que l'avocat du diable doit pouvoir gagner son procès. Sinon, personne ne pourrait gagner son procès. Considérer, au contraire, que l'avocat du diable ne pourra jamais gagner son procès, c'est considérer que c'est perdu d'avance. Cela revient à priver le diable de procès. Et c'est là que ce n'est pas possible, parce que c'est s'arrêter à un jugement moral, celui de l'opinion publique qui a choisi de diaboliser la personne. Et alors quoi? Vous, moi, aurions le droit de considérer qu'un tel ou un tel sont coupables, sans procès, qu'il s'agit du diable? Ce ne serait pas acceptable, car notre société pose l'idée supérieure que tout un chacun a droit à un procès, même le pire d'entre nous. Sinon, dans un tel système, l'avocat, ce n'est que du guacamole. Cela est d'autant plus important que nous sommes tous diaboliques d'un côté et angéliques de l'autre. Ange ou démon? Vaste question d'ailleurs. Difficile de faire la part des choses. Tenez, Clara Morgan, ange ou démon? Je laisse le soin à chacun d'apporter sa réponse à cette question. Ainsi, là où l'avocat du diable peut gagner son procès, c'est qu'il y a en chaque être humain une humanité. Même chez le videur du boléro, il y a une humanité. Si. Et c'est parce qu'il y a ce caractère humain chez le délinquant du 4-9, chez le dictateur meurtrier, chez Abdelkader Mera, chez Cyril Hanouna. Humanité qui suppose une personnalité, un agissement contextualisé, que le pire des hommes a le droit à un procès, a le droit à un avocat pour le défendre, et que l'avocat, plutôt que de laisser Lucie faire, pourra plaider cette humanité. Bien sûr, l'avocat parviendra parfois à faire acquitter son client. Ce fut le cas de Patrick Dills, initialement diabolisé, condamné même, mais acquitté car victime d'une erreur judiciaire. Mais lorsque la culpabilité du mis en cause semble inévitable, lorsque l'avocat de la défense lui-même ne croit pas en l'innocence de son client, ce ne sera alors pas cette innocence que l'avocat plaidera. L'avocat plaidera la décision la plus juste pour une personne humaine. C'est donc par ces considérations que l'avocat dit du diable pourra espérer gagner son procès. Et c'est là toute l'importance de l'avocat. Celui-ci n'a pas vocation qu'à côtoyer la tomate ou la mayonnaise. Sa présence au procès du diable est déjà une victoire pour la démocratie. Par la puissance de son argumentation, il va tendre vers la situation la plus juste pour son client. Mais surtout, la présence d'un avocat pour le diable, c'est l'assurance de la présence d'un avocat pour tous. Et avant de peut-être terminer en vinaigrette, il va tenter de préserver l'humanité de chacun et de garantir une justice juste, sans pépin. C'est ça, le noyau de l'avocat. Alors, si gagner son procès, c'est obtenir pour son client la décision la plus juste, alors oui, mesdames et messieurs, oui, l'avocat du diable peut gagner son procès. Et je dirais même plus, l'avocat du diable gagnera son procès. Je vous remercie.
Et Marie, t'as entendu quoi? Hein? Le temps des délibérations et des calculs de notes, nous vous donnons rendez-vous dans 15 minutes. En premier lieu, bravo et merci à tous les 15 candidats du premier tour et de la finale de leur courage et de leur participation. Nous tenons également à remercier le Quai qui compose également ces lots avec nous. Ces lots qui sont composés donc de places pour les spectacles du Quai, d'ouvrages offerts par les bibliothèques universitaires de l'Université d'Angers, de chèques FNAC d'une valeur de 300, 200 et 100 € pour les 3 premiers. Ah ouais. Je vais donc appeler les candidats du 6e au 1er. Le 6e est Rémi Beljean. Le 5e est Mathilde Lemerle. Le 4e est Thomas Bonin. Merci d'applaudir les 3 premiers. Le 3e. Le 3e est Louis Delaunay. Le second est Fernand Leroux. Merci d'applaudir le gagnant de cette 5e édition du concours d'éloquence, Théophile Bonnet. J'appelle Baptiste Lemagneau pour remettre le prix des anciens. Mesdames et messieurs, collègues jurés et juristes, bonsoir. Je tiens à vous rassurer tout de suite, je n'ai pas l'intention d'être long. Loin de moi l'idée de faire traîner en longueur une cérémonie qui s'éternisera probablement déjà toute la nuit. Je sais pertinemment que vous avez tous fait un effort de concentration presque surhumain tout au long de cette soirée. Et ce, que vous soyez étudiants, chargés de TD, maîtres de conférences, membres de la famille, amis, ou encore simples badauds cherchant à éviter la vague de froid. D'ailleurs, même si les prestations ne vous ont pas plu, l'exercice aura au moins eu le mérite de vous mettre dans le même état qu'un Hélène à qui on explique l'affaire Vincent Lambert. Mais le descendant propos n'a en aucun cas d'épuiser vos dernières ressources intellectuelles. Après tout, je ne suis pas celui que vous êtes venu pour écouter ce soir, vous l'avez déjà suffisamment fait l'an dernier. C'est même à ce titre que je sais à quel point nos candidats vivent en ce moment même les minutes les plus longues de leur vie. Notre brochette d'éloquents ont repensé à toutes leurs imperfections de leurs prestations. Ils ont tourné en boucle chaque temps passé trop vite, chaque phrase oubliée, chaque syllabe bafouillée, ce qui m'amène à constater quelque peu tristement, je dois vous l'avouer, que les personnes les plus attentives à ce que je suis en train de dire en ce moment même
se ronge nerveusement les ongles en attendant que je finisse de me taire pour annoncer le vainqueur du prix des anciens. Malgré cela, j'ai le devoir de continuer à faire encore durer le suspense un petit peu. N'y voyez pas là un sadisme revanchard. Je ne suis pas un vieux professeur aigri par des années d'enseignement, moi. Non, il s'agit avant tout de vous distraire assez longtemps pour que le collègue puisse aller chercher une nouvelle coupe à donner au vainqueur. La dernière gagnante a eu la bonne idée de partir avec le précédent trophée en Erasmus. Vous pouvez également y voir une sorte de discours de remerciement préventif. De cette façon, le gagnant ou la gagnante n'aura pas à faire ce propre remerciement long, totalement improvisé, et avouons-le, particulièrement décevant par rapport à son passage. Bref, interminable, peut-être comme mon propre discours. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, avant de libérer une partie de l'attention pesant sur nos 5 candidats, c'est bien ça, je souhaiterais prendre encore un petit peu de temps pour remercier et féliciter notre BDE. Un BDE dont la logistique sans faille permet chaque année de rendre possible ce concours d'éloquence. C'est d'ailleurs ce même BDE qui nous permet de profiter de places en boîte de nuit, d'un rapport qualité-prix, qui vient concurrencer les 1 € extorqués par la cafétéria à chaque bouteille de cristalline Bourbon. Sur une note plus sérieuse, je souhaiterais également remercier le Quai pour avoir permis à ce concours de sortir du cadre universitaire, excusez-moi. Non pas que ce cadre soit particulièrement déplaisant, certains d'entre vous ont pu constater la semaine dernière à quel point les tables d'amphithéâtre sont spacieuses, dès qu'il s'agit d'y prendre la moindre note. Néanmoins, ce dont vous ne vous rendez peut-être pas compte, c'est que ces 6 candidats ont réussi 2 exploits ce soir. Le premier consiste à faire vibrer par leur éloquence une salle pouvant contenir près de 900 personnes, ce qui est loin d'être facile. Mais ce n'est peut-être pas la prouesse la plus impressionnante. Non, le véritable exploit consiste à démontrer à tout un public que le droit n'est pas qu'une série de locutions latines, sans queue ni tête, qu'il ne s'agit pas seulement de formules archaïques, aussi obscures que vétustes. Non, ce soir, ces 6 candidats, par leur talent mais aussi par leur jeunesse, vous ont montré qu'on ne fait pas du droit pour le simple plaisir de faire du droit. Ce soir, ils ont écrit pour vous instruire, mais surtout pour vous distraire, vous montrant à cette occasion les plus belles facettes du raisonnement juridique. Ainsi, si leur sujet les obligeait à parler du hasard comme du pouvoir, du divin comme du malin, de l'égalité comme de la potence, chacun d'eux y a su imprimer à son texte une approche personnelle, y mêlant réflexion métaphysique et règlement de compte pédagogique. Mais cette même règle de droit que nous chérissons tous m'oblige à désigner un premier gagnant, étant dernier surtout. Et c'est pourquoi j'ai l'immense honneur de déclarer que le vainqueur du prix des anciens du concours d'éloquence 2018 est Louis Delaunay. Maintenant, le meilleur et le plus illustre pour la fin, je vous demande d'accueillir Madame Kicker pour le prix de la bibliothèque universitaire. Pardon. On parlait de sortir du cadre à l'instant. Et je vais sortir du cadre parce que je vais être brève et peu éloquente. Néanmoins, je tenais, au nom de la Bibliothèque universitaire d'Angers, à remercier tout d'abord le Bureau des étudiants de droit, sans qui, évidemment, vous l'aurez tous compris, cet événement et cette expérience ne seraient pas possibles. Je tenais aussi à dire au Quai que j'étais ravie d'être ici, que j'étais ravie en tant que représentante de la bibliothèque universitaire, accueillie dans ce beau lieu et d'être aux côtés des étudiants. Je voulais aussi remercier quelqu'un qui n'est sans doute pas dans la salle ce soir, qui est Olivier Villeray, et qui tous les ans accepte avec gentillesse de coacher les étudiants qui préparent, donc les 15 étudiants qui préparent le concours d'éloquence de droit. Et je finirai par des remerciements que j'ai promis pour notre libraire, qui est le libraire de Citre, une librairie lyonnaise, qui fournit donc tous les livres de la bibliothèque universitaire et à l'université d'Angers, ainsi que les éditeurs de droit que vous connaissez tous par cœur et
qui ont également remis des livres pour les 15 candidats du concours d'éloquence, à savoir L'Extinso et Dalloz. Donc, j'ai dit que j'allais faire court. Et il me reste, et non des moindres, à remettre le prix spécial BU, donc qui est un voyage à Paris, je rappelle, hein, pour tous ceux qui voudraient s'inscrire l'année prochaine. Un voyage à Paris, donc pour 2 personnes avec une nuitée. Pourquoi un voyage à Paris? Parce que nous considérons que faire des études à l'Université d'Angers, c'est une expérience. Venir à la bibliothèque universitaire d'Angers, c'est aussi une expérience, et que nous en proposons une autre, un peu hors des cadres, hors du cadre angevin, ce voyage à Paris. Donc, ce prix spécial, je suis heureuse de le remettre ce soir à Mathilde Lemerle. Merci à tous d'être venus, merci aux membres du jury de s'être déplacés. Bravo et merci aux 15 candidats. Demain soir au quai, un concert de Kerry James se déroule. Et demain après-midi, une conférence théâtralisée, Vivre les mots, l'éloquence, parlons-en, avec notamment les interventions de M. Jimmy Charlot, docteur en droit, de Mme Pauline Brulet, maître de conférence à la faculté de lettres d'Angers, de M. Jules Makowski et de M. Anatole Jouet, finaliste des concours d'éloquence de droit et de lettres. Merci à tous et bonne soirée.